C'est bon, vous êtes installés? Parce qu'il faut que je commence fort, hein. Je commence avec deux excellentes nouvelles. La première, c'est qu'à l'instant, on vient de publier le baromètre de la finance à impact. Donc c'est une très bonne chose. Vous pourrez le découvrir dans vos emails ou même sur les différents stands où c'est publié en petit magazine. La deuxième bonne nouvelle, c'est que on a justement nos experts qui vont nous développer ce baromètre à impact, et plus particulièrement le sujet, la thématique de cette conférence, la finance à impact social, levier d'une transition juste et inclusive. Donc bonjour à tous, je suis Bruno Boggiani du média Green Finance, média référence de la finance verte. Nous allons attaquer la thématique la finance à impact social, levier d'une transition juste et inclusive. C'est un sujet intéressant, important, sensible, qui prend naturellement sa place au Forum mondial Convergence. L'idée centrale de la finance à impact est que les retours financiers ne doivent pas être obtenus seulement au détriment de l'impact social ou environnemental, mais que les deux peuvent coexister. Ce qui avait été dit un peu au discours en introduction avec Madame Hidalgo. De renforcer mutuellement que cette finance à impact doit être mesurée et mesurable. Nous allons donc aborder cette thématique avec 4 sujets. Comment intégrer les risques sociopolitiques en inclusion financière? Puis comprendre pourquoi est-il si difficile de trouver des fonds, des financements? Comment s'assurer que la performance sociale soit au cœur de toute activité de financement? Et, dans les secteurs clés, comment informer et engager les investisseurs? Donc tout d'abord, merci à nos experts d'être présents. Et je vais vous proposer un rapide tour de table de présentation, en commençant par Maha, tout simplement. Merci Bruno, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc moi je suis Maha Keraman, je dirige l'accélérateur d'entreprises à impact positif chez BNP Paribas. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée c'est vraiment de trouver toutes sortes de solutions pour accompagner l'ESS et les entrepreneurs à impact. Donc que ce soit à travers des solutions de financement, mais des solutions aussi extra-financières, et plus spécifiquement aussi des outils un peu atypiques qui mettent l'impact au cœur du dispositif de financement, et donc par exemple des dispositifs comme les contrats impact, qui sont des partenariats publics-privés qui permettent de financer des expérimentations sociales ou environnementales, ou plus simplement de l'investissement impact dans les structures de l'ESS ou dans les entrepreneurs impact. Mais je développerai ça un peu plus tard. Très bien, merci. Je passe la parole à Ram Kumar. Merci Bruno, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Ram Kumar Narayanan et je dirige l'ensemble des produits et services de Tameo Impact and Solutions. Donc en quelques mots, Tameo, on soutient l'industrie de l'investissement d'impact, donc vraiment à travers du conseil, de la recherche, de la collecte de données et du reporting sur ce qui se passe sur le marché, pour vraiment avoir une fonction d'éducation et de conseils pour garantir la pérennité de ce secteur, et puis justement la croissance à travers les investissements privés et publics sur les marchés privés, donc vraiment avec un focus sur les pays en voie de développement. Merci. Merci. Je propose d'enchaîner avec Edouard. Bonjour à tous, Edouard Sers de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Je dirige le pôle risque et impact. Je travaille en particulier sur les stratégies de risque et d'impact à la Fondation. Alors, la Fondation Grameen Crédit Agricole s'est donnée pour mission depuis 2008 de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l'accompagnement des institutions de microfinance et des entreprises à impact dans les pays en développement. Son originalité, c'est la rencontre entre Mohamed Yunus et les dirigeants du groupe Crédit Agricole en 2008. Et sur un constat commun, ils ont décidé de créer cette fondation parce que tout simplement, prêter aux plus vulnérables est créateur de richesses, d'emplois
au bénéfice de tous. Alors l'approche qu'on développe à la Fondation, c'est notamment accompagner dans la durée nos partenaires, les institutions de microfinance et les entreprises d'impact. Et aujourd'hui, on travaille en particulier à les aider à faire face au changement climatique. Donc on les aide à s'adapter au changement climatique. Et on les aide également à faire face au boom du digital. Et pour cela, nous travaillons avec eux à construire une relation globale et donc à leur donner accès à tout type de services que peut donner accès. Notre vision, c'est une banque comme le Crédit Agricole, mais donc pour la Fondation, aujourd'hui, c'est de la dette, c'est de l'assistance technique et du conseil. Sur certaines entreprises, c'est des participations en fonds propres, et puis nous développons également le conseil en fonds d'investissement pour pouvoir leur proposer plus de solutions ensuite. Alors la Fondation Grameen Crédit Agricole aujourd'hui, c'est une intervention dans les pays en développement, donc, que je dirais s'appliquera à cet univers-là. Nous travaillons dans 36 pays, auprès de 70 kilomètres et 10 entreprises d'impact, pour une taille de 83 millions d'encours suivis, donc c'est pas une très grande taille. Notre objectif est plutôt de démontrer ce qu'on peut faire avec notre approche à notre niveau. Ok, très bien. Et nous avons également Nicolas. Merci Bruno, bonjour à tous. Nicolas Sellier, je suis cofondateur du fonds Ring Capital, qui est un fonds d'investissement qui a pour mission de diriger des capitaux vers des solutions essentielles à des problèmes sociaux et environnementaux qui sont développés par des entrepreneurs. Et également d'accompagner ces entrepreneurs pour les aider à grandir leur structure, principalement des entreprises, mais aussi un peu des associations, et aider les entrepreneurs à maximiser leur impact social ou environnemental. Donc aujourd'hui, on gère 400 millions d'euros. On est en France et en Europe, et on vient de lancer un fonds en Afrique, un fonds qui investit dans des très jeunes, qui investit dans des très jeunes startups à impact en Afrique francophone, avec Elisabeth Moreno qui nous a rejoint récemment. Voilà. Très bien. Et pour terminer ce tour de table, je propose à Daniel de faire une petite présentation également. Bonjour, donc Daniel Spiteski, je suis directeur général d'un fonds d'investissement qui est filiale du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Coopératif, donc très impliqué dans l'ESS et dans l'impact, et encore plus avec le nouveau plan stratégique du groupe. Mais je suis là au titre de l'accélérateur d'HEC où j'interviens en tant que mentor pour accompagner des structures dans leur démarche, donc des structures de l'ESS dans leur démarche de financement et de croissance. Donc on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Merci beaucoup pour ces présentations. Nous pouvons aborder la première thématique. Comment intégrer les risques sociopolitiques en inclusion financière? Est-ce que Edouard aurait un avis particulier sur cette question? Je veux bien commencer. Je vais préparer à vous raconter ce qu'on a pu observer à la Fondation Grameen Crédit Agricole sur ce sujet. Alors, l'augmentation des risques sociopolitiques, c'est un sujet bien particulier, donc je voudrais donner vraiment le contexte plus global avant, en citant d'abord un chiffre de Tameo, qui interviendra plus tard. Donc en 2023, les fonds d'investissement impact dans les pays en développement géraient 95 milliards de dollars. Voilà, et puis un chiffre de MFR, qui est une agence de notation qui travaille sur la microfinance, notamment, a mesuré qu'en 2023, les encours de crédit des instituts de microfinance ont grandi de 10%, avec un coût du risque de 1,4%. Donc on est dans un contexte de relative prudence. La croissance de 10% est inférieure à ce qu'on avait pu observer d'autres années, mais ça, je laisserai Tameo, notre ami de Tameo, me challenger ou me corriger sur ces chiffres-là. Donc c'est un contexte important et mon sujet est un petit peu plus particulier parce qu'on va parler des risques sociopolitiques. Je pense que ça ne nous a pas échappé et Madame la maire en a parlé tout à l'heure qu'on a une augmentation des risques géopolitiques dans le monde. Et alors nous à la Fondation, en travaillant dans 36 pays et en ayant un mandat de travailler dans les pays fragiles, on a été confronté à plusieurs zones à risque. Alors par exemple le Sahel, nous avons des partenaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger,
Et donc, dans cette zone-là, nous avons eu des coups d'État sur les 3-4 dernières années à répétition, et puis des pertes de contrôle des États dans ces zones. Évidemment, ça impacte l'investissement. Au Myanmar, il y a eu un coup d'État en février 2021, et depuis une guerre civile. Et en Palestine, il y a la guerre entre Israël et le Hamas depuis l'année dernière. Donc vous voyez, juste avec 3 exemples, on couvre déjà plusieurs continents. Alors bien que ça ne représente pas du tout la majorité des 95 milliards dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'est une réalité du monde qui vaut la peine d'être partagée et discutée ici, au baromètre. Et donc je voudrais partager ce qu'on a observé avec nos partenaires, notamment pendant la semaine africaine de la microfinance qui a eu lieu en octobre 2023 à Lomé au Togo. Nous avons réuni 100 participants de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale qui nous ont fait part, avec leurs propres mots, leur propre expérience terrain, de ce qu'ils observaient, de ce qu'ils vivent sur le terrain et surtout des solutions qu'ils apportent pour faire face à ces problèmes. Et donc d'abord en termes de ce que vivent nos partenaires et les institutions financières en général dans ces zones, c'est des problèmes sécuritaires, donc typiquement des attaques d'agences, également du vol de bétail par exemple. Donc d'abord des problèmes sécuritaires, ensuite des problèmes humanitaires avec des mouvements de réfugiés importants. Par exemple, le Burkina Faso a perdu 40% du contrôle de son territoire, donc vous pouvez imaginer que ça crée des mouvements de réfugiés. Cet été, en RDC, dans le Kivu, on a eu également beaucoup de réfugiés qui ont afflué plus d'un million à Goma suite aux échauffourées entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc humanitaire, et puis aussi économique, parce que les frontières se ferment, les marchés se ferment, les écoles se ferment. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'une partie de nos partenaires, pas la majorité, mais une partie travaille. Et c'est intéressant de savoir comment ils y font face. Donc je voudrais vous donner 3 exemples de solutions qu'ils ont mis en place. Alors d'abord, peut-être prenons l'exemple de Capo Jigini, qui est une grande coopérative au Mali, qui a 150 points de vente, et qui a dû en fermer 17 du fait de la situation au Mali, donc à 10%. Donc ils ferment des agences, mais ils ont aussi créé des agences dédiées aux réfugiés et aux personnes déplacées. Donc ils innovent en créant des agences mobiles avec des bases de données dédiées pour gérer ces personnes qui ont changé d'habitation. Également, Capo Jigini a mis en place une deuxième solution, qui n'est pas que celle de Capo, mais elle est emblématique chez eux, un service de bank to wallet, donc tout simplement de crédits digitaux qui peuvent avoir accès via leur téléphone portable, notamment pour le transfert d'argent, ce qui permet aux institutions financières de continuer à travailler dans des zones dans lesquelles elles ne peuvent plus envoyer d'argent de crédit. Et enfin, troisième exemple, autour des partenariats. D'abord, des partenariats dans l'urgence. On a beaucoup d'institutions de microfinance qui ont travaillé avec la Croix-Rouge pour distribuer l'aide en échange d'une commission, pour rendre le service pérenne pour elles. Et puis ensuite, lorsqu'il faut reconstruire, on a des partenariats qui se font entre les IMF, les banques, les convoyeurs de fonds, l'État, pour recréer un dynamisme local. Et donc ça, c'est des initiatives qui sont en cours, mais nécessaires. Il faut souvent reconstruire des écoles, et les institutions financières peuvent avoir un rôle à ce sujet. Donc sur le... Peut-être alors une dernière initiative dont je voulais parler. C'est un exemple qu'on a également eu à la Semaine africaine de la microfinance. C'est un mécanisme de garantie des portefeuilles des institutions de microfinance en Palestine, qui s'appelle le mécanisme d'Aman, qui est en place depuis 2014, qui a permis à 3 IMF en Palestine de mettre leurs moyens en commun pour créer ce fonds de garantie et traiter dans des zones occupées, en sachant qu'il y a toujours un risque que la maison du micro-entrepreneur soit détruite ou que le micro-entrepreneur aille en prison. Et donc ce mécanisme de garantie a permis à ces IMF, depuis 2014, de continuer à prêter dans ces zones.
c'est un mécanisme de garantie qui est reconnu par l'autorité monétaire palestinienne. Ce qui veut dire que d'un point de vue financier, les provisions peuvent être adaptées aux garanties existantes, ce qui est assez important pour la pérennité du système. Donc ces expériences ont été partagées en plénière à Lomé, et le but est vraiment de contribuer ensemble à se donner des idées pour développer des mécanismes de sécurisation des portefeuilles de nos partenaires, notamment par exemple via des mécanismes de garantie. Et ce qu'on a également pu observer, c'est que les IMF sont vraiment des acteurs terrain capables d'adaptation et d'innovation dans les concepts, dans les contextes les plus difficiles. Que le digital est une solution importante, mais qu'il faut toujours des agences, et que les partenariats sont nécessaires pour reconstruire les zones les plus effectives. Voilà, merci. Très bien, très bien, très bien. C'est vrai qu'il y a effectivement différents risques, les risques sociopolitiques, mais est-ce que les risques, c'est uniquement la seule raison de pourquoi il est si difficile de trouver des fonds, que ça soit en ESS ou financement? Et je voulais avoir un peu l'avis de Daniel pour commencer sur le sujet. Alors, on va passer de l'infiniment large et grand qui est la planète et le financement international à un zoom que je vous propose sur la France, parce qu'on a un magnifique laboratoire sur ces sujets-là. Alors ce laboratoire en question dont je vais vous parler, c'est l'accélérateur d'HEC, qui est la rencontre en fait de la région Île-de-France qui a voulu accompagner l'ensemble des structures de l'ESS avec le savoir-faire d'HEC et de ses étudiants et de ses intervenants. Alors ça donne un mélange où on met dans une boîte des bisounours d'un côté et puis la jeunesse dorée de l'autre côté, et on voit ce qui en sort. Et ce qui en sort, je dirais, c'est d'abord deux choses. C'est la prise de conscience qu'on est dans un environnement qui est contraint. Je vais en dire quelques mots, mais il me semble que dans le domaine financier, il y a un certain nombre de règles, il y a des régulateurs, il y a des mécanismes de marché, un peu ce que tu évoquais déjà au travers des financements internationaux. Et ces règles, il y a un certain nombre d'éléments dont on ne peut pas s'absoudre, parce que sinon, on va perdre le capital, et donc le modèle ne fonctionne pas. Par contre, ce que ça introduit, c'est des notions de valeur dans les choix qui sont faits, dans les engagements qui sont pris, et d'accepter des minima sur le rendement qui est attendu sur les différents investissements. Alors pour revenir plus précisément sur la question, et donner quelques exemples vivants, parce que moi j'accompagne des entreprises qui cherchent à se financer, qui sont dans l'ESS, et qui se trouvent donc face à cet écosystème dans lequel je vais schématiquement décrire les grandes familles qu'on a pu rencontrer. Alors ça va des subventions d'État, des subventions régionales, comme les dispositifs PME par exemple de la région Île-de-France. Et la semaine dernière, pour être très concret, j'étais dans une scope en grande banlieue à Chanteloup-les-Vignes, dans une région difficile, qui a pu transformer son modèle et dont il y a 1 an et demi, on pensait qu'elle allait à la faillite, parce qu'elle avait perdu son plus gros client qui faisait 80% de chiffre d'affaires. Et on a réussi à pivoter complètement sur le modèle et à aujourd'hui avoir eu des financements par des subventions pour des investissements importants qui permettent de faire de l'entreposage et en même temps d'être une entreprise d'insertion pour des personnes en difficulté sociale ou des migrants qui peuvent par ce biais-là commencer à mettre un pied à terre. Donc ça illustre ce fonctionnement. En parallèle, il a fallu compléter le financement avec du bancaire, et le bancaire, on va le chercher de la même manière. Simplement, ce qu'il faut se représenter, et là je reviens sur le financement de l'impact, le bancaire va répondre à certaines règles. Parce qu'en fait, la rémunération du financement, c'est la rémunération avant tout du risque dans le monde financier. Donc toute la contradiction qu'il faut lever avec l'impact, c'est qu'on est sur des objectifs et des enjeux qui sont vitaux pour la planète ou pour la société, mais qui, du point de vue de l'investisseur, n'ont pas la même résonance, puisque, encore une fois, l'investisseur, il doit d'abord couvrir son risque, avant même de se rémunérer. Et en plus, dans ce mécanisme-là, il est encadré par un régulateur qui va noter les contreparties. Et en fonction des notes des contreparties, il va demander à l'établissement bancaire d'avoir des fonds propres en garantie lui-même du financement qu'il a accordé.
Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut et n'importe quoi dans ce cadre-là. Et donc, ça veut dire, et c'est là que dans le savoir-faire de l'accélérateur, on va accompagner ces structures. Alors, je parlais de bisounours parce qu'effectivement, il y a un engagement qui est très fort, il y a des valeurs, on a des associations, on a des structures SCOP, on a des structures d'entreprises adaptées, d'entreprises d'insertion, où les valeurs prennent le dessus, mais il faut mettre un petit peu en ordre qui je suis, quelle est mon activité, quel est le service que je propose. Là encore, j'ai passé la soirée d'hier avec un entrepreneur qui est une entreprise adaptée et qui se pose ce dilemme qu'on rencontre à chaque fois, c'est est-ce que je suis d'abord une entreprise adaptée, donc qui accueille des personnes en situation de handicap, ou est-ce qu'ils font de l'impression graphique et de la signalétique, est-ce que je fais d'abord bien mon métier? Voilà. Alors, la réponse, elle est souvent dans un équilibre des deux, mais dans un équilibre des deux, ça veut dire clarifier mon métier avant tout. Je ne fais pas de la signalétique avec des personnes en handicap. Je suis l'un des meilleurs acteurs de la signalétique, et dans mes valeurs, je suis une entreprise adaptée. En changeant le message, en clarifiant les choses, on arrive à se présenter devant les financeurs d'une manière différente. Et donc, c'est toute la difficulté de faire ce trait d'union entre deux mondes qui, au départ, sont différents. Mais j'ai encore une autre anecdote, parce que c'est juste à côté. On a une fille qui était brillante, qui avait fait ses études à HEC, après avoir fait l'école polytechnique, et qui a choisi un salaire 3 fois moins de ce qu'elle aurait pu toucher dans des grands cabinets, pour devenir directrice d'une entreprise adaptée que j'ai eu le plaisir d'accompagner, qui fait de la reconfiguration d'ordinateurs, et qui trouve du sens dans ce qu'elle fait. Et c'est le cas dans les étudiants qu'on fait monter sur les études et les analyses. Il y a une recherche de sens qui est très forte. Donc finalement, ces deux mondes, ils arrivent à se parler. Il faut juste accepter qu'il y a des règles de part et d'autre. Parce que de l'autre côté, il faut aussi respecter les règles de l'impact et de la mesure qui soient pertinentes, et qu'on ne fasse pas du greenwashing ou des choses qui n'ont pas de sens avec ces investissements. Alors après, il y a donc là j'ai évoqué les subventions, j'ai évoqué le monde bancaire. Il y a un troisième univers, c'est les fonds d'investissement, les fonds à impact. Alors ce que je peux en dire, là pour accompagner une levée de fonds en particulier assez importante dans la région de Bordeaux, qui va créer un des plus grands centres de recyclage en France et en Europe, c'est qu'on doit encore trouver un mix. Alors, je vois qu'on a la plupart des grandes banques françaises représentées. On est tous aujourd'hui, il me semble, dans un mouvement d'engagement sociétal, d'engagement de l'impact. Et donc, on a des produits qui valorisent l'impact, qui valorisent l'engagement social. Parce que je te rends honneur que tu es autour de la table. Et donc, on est tous engagés dans ce schéma-là. Mais là encore, alors ce n'est pas les mêmes règles que dans le monde bancaire, mais dans les fonds d'investissement, et ben derrière, il y a des investisseurs, parce que l'argent, il sort de quelque part. Et ces investisseurs, et ben, ils vont rentrer dans des fonds qui vont avoir des règles de gestion, avec des durées de retour d'investissement, avec un certain nombre de mécanismes qui sont en place, qui sont des mécanismes aussi de marché. On ne va pas les détailler ici. Mais ce qui est important, c'est de les comprendre. Parce que les prendre de front, ben, on va nulle part. Et je vous donne un exemple. On est sur une construction de ce centre. On a besoin, pour obtenir un certain nombre de subventions de l'État, de l'ADEME, de la région, d'avoir des garanties du financement, mais les financeurs à impact n'arrivent pas à se positionner dans des fonds d'investissement sur un projet qui ne démarrera que dans 2 ans, puisque là, on est dans les appels d'offres promoteurs et que sur des projets comme ça, on est à 2-3 ans avant le premier coup de pioche. Et alors, avant que les baux du centre soient en place et qu'il ait un fonctionnement économique, on est à 4-5 ans. C'est un véritable casse-tête, donc on charge des logiques puisque s'il y a une attente d'avoir une sortie à 5 ou 7 ans, ça reste compliqué. Voilà. Alors vous allez me dire, mais la sortie, tous ces mécanismes-là, c'est les mêmes que dans les fonds purement à rendement. Oui, sauf que le rendement va être plus faible, la pression va être plus faible, l'impact va être pris en compte, mais il y a quand même en filigrane un certain nombre de règles de marché qui ne peut pas se passer et qui peuvent donner ce sentiment à certains acteurs qu'ils se heurtent à des murs. Alors c'est là, on fait aussi un accélérateur du BNP, l'accélérateur HEC, on va les aider à comprendre ces règles qu'ils apprivoisent très bien. Et finalement, moi ce que je retiens de toutes les entreprises que j'ai pu accompagner, c'est qu'en général, ils sont excellents dans leur métier. Donc de mettre en avant la dimension sociale, si je viens fournir de la signalétique à la RATP, ils ont d'abord besoin d'être assurés sur le fait qu'ils seront livrés à temps avec les produits qui correspondent à ce qu'ils ont besoin. Et encore une fois, la dimension sociale, elle va pouvoir venir en complément. Enfin, je ne sais pas si j'ai été... Non, mais très bien, très bien. Mais justement, moi, ça m'intéresse de voir comment trouver ces fonds au sens large, que ce soit financement ou subvention. C'est un peu peut-être une vision différente. Là, je me tournerais davantage vers MA avec la BNP.
Comment on voit, comment voit la BNP ce même sujet? Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on est confronté au même sujet. Effectivement, la difficulté peut-être du monde de l'ESS, déjà, c'est sa diversité en termes de statut. Effectivement, en fonction de si on est un entrepreneur à statut commercial qui a le droit de lever des fonds, du capital, et ben, c'est une logique un peu différente d'une association qui, elle, ne peut pas lever des fonds et qui doit effectivement recourir aux subventions, aux dons et peut-être aux quasi-fonds propres avec de la dette. Mais la dette, ça abîme un bilan. Voilà, donc il y a tous ces enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Après, c'est un monde aussi qui a accès à d'autres choses, à d'autres types de financement, pour peu qu'on veuille bien regarder leurs spécificités. Là aussi, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'en fait, elles sont toujours sur deux jambes. C'est-à-dire qu'un acteur de l'ESS, c'est pas, enfin, une entreprise classique, elle va regarder je veux dire, une étoile qui va être sa rentabilité à peu près. Alors qu'un acteur de l'ESS ou un entrepreneur à impact, il est toujours en train de regarder l'équilibre entre sa rentabilité, son modèle économique, mais qui vient servir et maximiser l'impact social ou environnemental qu'il veut avoir. Donc, il est toujours dans cet équilibre et forcément regarder deux paramètres, c'est plus difficile que d'en regarder un seul. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, voilà, et je pense que ce qu'on essaye tous de faire, c'est essayer d'ouvrir un peu les chakras et de regarder vraiment l'hybridation de ces modèles-là. Et cette hybridation, elle a des forces, parce que en fait, moi je me souviens très bien quand on a commencé à regarder aussi et qu'on a essayé de convaincre les conseillers bancaires il y a plus de 12-15 ans, on disait bah attendez, c'est de la philanthropie. Ils comprenaient pas en fait le modèle. Ils disaient bah non, c'est pas de la philanthropie, c'est des vrais entrepreneurs en fait. Ils ont un modèle et comment ils finissent leur fin de mois. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est des structures qui peuvent faire appel aux dons, à la générosité du public si jamais il y a un souci de saisonnalité, etc. dans les comptes, ce qui est impossible dans une entreprise classique. Et ils ont donc des ressources sur lesquelles ils peuvent compter. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a essayé de développer des produits un peu voilà, qui sont indexés sur cet impact. Donc, je vous parlais tout à l'heure du contrat impact. Le contrat impact, ça permet à une structure de l'économie sociale et solidaire de faire émerger des programmes innovants en comptant à la fois sur des investisseurs qui vont prendre le risque, comme dans du capital, comme dans du private equity, et ces investisseurs ne vont être remboursés que s'il y a véritablement un impact généré, et ils vont être remboursés par quelqu'un d'autre, pas par l'association, mais par les pouvoirs publics, par exemple. Et pourquoi on arrive à mettre ce mécanisme? Parce qu'on met la valeur créée par cette association au centre de tout. Parce qu'on a des coûts évités pour la collectivité, et ça, c'est l'argument principal, en fait. C'est un des arguments principaux, c'est que les acteurs d'économie sociale et solidaire, avec leur ADN d'intérêt général, eh ben, ils ne sont pas demandeurs de subventions, ils sont en fait générateurs d'une valeur sociale qui a une valeur économique, même s'il ne faut pas tout rapporter à la valeur économique, mais finalement, quand Wake Up Café, qui est une association qui réinsère des sortants de prison dans la société et qui fait baisser la récidive, a du succès par rapport à ce qu'elle fait parce qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font, ça permet à la collectivité d'éviter 50 000 euros par an par détenu. C'est ce que ça coûte à la collectivité. Ça fait 1,4 milliard par an selon le ministère de la Justice. Donc vous voyez bien qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir dire, plutôt que d'être toujours avec le prisme classique du cash flow qui va être généré, quand on regarde en fait un dossier avec l'analyse financière classique, si on arrivait finalement à apporter cette valeur sociétale, à lui donner un véritable poids dans l'économie et à donc changer de regard, changer un peu le paradigme d'analyse, et ben en fait ces associations et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire seraient vus comme hyper rentables,
pas très risqués, parce que finalement, ils ont une résilience aussi aux crises économiques assez forte du fait de leur activité, et surtout un impact très fort, puisque ce sont des acteurs qui s'occupent à la fois souvent de l'environnemental et du social, qui regardent toujours les choses en même temps, en fait. Vous parliez des institutions de microfinance. Effectivement, moi, je suis assez d'accord qu'elles sont assez innovantes. Je vois mes collègues qui s'occupent des institutions de microfinance. Ils ont développé aussi un mécanisme qui permet à ces associations de microfinance d'avoir un taux d'intérêt moindre si jamais elles remplissent certains critères sociaux et environnementaux, donc un impact. Donc ça aussi, c'est un mécanisme qui permet, comme le contrat impact, de vraiment prendre en compte la création de valeurs sociales et environnementales dans le financement. Et ça permet aussi d'ouvrir d'autres possibilités. Et après, je pense que je vais passer la parole à Nicolas, mais dans les fonds d'investissement, on met aussi des objectifs. Nous, on a une enveloppe d'investissement impact sur lesquels on regarde avant tout l'impact qui est généré pour pouvoir faire de l'investissement dans une structure. Et s'il n'y a pas cet impact-là, ben on ne donne pas de financement, en fait. Non, mais tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a le financement, il y a l'aide des accélérateurs, ce que l'on peut leur apporter. Mais ce qui peut être intéressant justement autour de ces acteurs, c'est comment on va justement s'assurer que la performance sociale soit au cœur de toute cette activité de financement. Est-ce que je voulais juste rebondir sur... Ah oui, bien sûr. Je passe le micro immédiatement. Parce que tu parlais de la résilience du modèle. En même temps, ce que j'observe, c'est que ça reste difficile aujourd'hui. C'est de plus en plus tendu parce qu'on est dans une situation économique globale qui est tendue. On voit un certain nombre de faillites de structures de l'ESS parce que l'État cherche, pour des raisons budgétaires que tout le monde imagine, à limiter les subventions. Parce qu'en face, effectivement, la concurrence est de plus en plus féroce, le marché économique est tendu. Et donc, ça reste difficile d'aller chercher les financements, en tout cas, c'est ce qu'on a. Alors, il y a un double phénomène, et on n'y revient pas, mais c'est vrai que le monde bancaire et le monde financier aujourd'hui devient très sensible aux fonds à impact, aux notions d'engagement, et c'est quelque chose qui va être pris en compte. Donc, il y a un double mouvement, mais pour autant, la conjoncture économique rend difficile le fait de se financer. Il ne faut pas se bercer d'illusions là-dessus, et ça demande un accompagnement du coup pertinent. Oui, tout à fait. D'abord rebondir. En effet, il y a quand même plusieurs. On parle de finance impact. Il y a beaucoup de types d'acteurs très différents avec des problématiques assez différentes. Il y a les associations pour qui l'accès aux dons est compliqué. Il y a l'ESS. L'ESS, c'est des modèles, mais pour qui l'impact est un surcoût, donc il y a une diminution de la rentabilité économique. Il y a les ESG, les boîtes normales, mais qui font attention à leurs externalités, à minimiser leurs externalités négatives. Et il y a les entreprises à impact qui sont un peu différents, qui cherchent l'alignement maximal, pas un pas faire coexister impact social et rentabilité, mais cherche à innover pour trouver des modèles, alors c'est pas tous, où les deux s'accélèrent. Et ça va, et d'ailleurs je pense aussi que même dans la philanthropie, il y a des nouveaux modèles d'alignement entre les entreprises et leur philanthropie qui permettent de faire du et pas coexister philanthropie d'un côté et business de l'autre. Typiquement, on a investi dans une société qui a utilisé Internet pour baisser le coût du permis de conduire. C'est dit, le permis de conduire, 2000 €, il y a plein de jeunes qui doivent bosser et qui ne peuvent pas. En évitant d'avoir des bureaux, en prenant le code par Internet, ils ont permis de diviser par deux le prix du permis de conduire. Donc, ils sont beaucoup dans des raisons ou des régions ou des quartiers où le coût est important. Et ces gens-là, on leur a dit, est-ce que vous ne pourriez pas aller plus loin? Si vous mettiez, mettons, de X% de votre budget Google tous les mois qui vous sert à acheter des clients, si vous le mettiez dans du don de la formation gratuite pour des jeunes qui ne peuvent même pas payer 800 ou 1000 € pour passer leur permis et qui en ont besoin pour travailler. En fait, il dit, vous avez les voitures, vous avez les profs, c'est juste un peu d'essence quand votre timing, quand vous avez des trous dans votre calendrier. Donc on les a présentés aux orphelins apprentis d'Auteuil, ils ont vu que ça marchait, finalement ils ont dit c'est vachement bien parce que nos profs sont hyper fiers, nos employés aussi. Quand on arrive dans des territoires et qu'on dit qu'on fait des cours gratuits à des jeunes qui en ont besoin et qui ne peuvent pas le payer, c'est extrêmement bénéfique aussi en termes d'image. Donc là, ils sont en train de devenir à la fois un leader de la formation lucrative au permis de conduire et de devenir également la première association
caritatif de formation des jeunes au plan alimentaire. Et donc c'est cette dimension, c'est du et c'est pas comme je fais de la philanthropie, ben, je suis moins bon en business, et comme je fais du business, ben, ça me permet de maximiser ma philanthropie et de la faire de façon très efficiente parce que j'ai toute l'infrastructure. Donc souvent c'est comment j'innove pour aligner, enfin dans l'impact, comme aligner impact alors, social ou environnemental et performance. Et c'est ce qui est dur, mais c'est aussi qui rend beaucoup plus facilement finançable ce type d'actifs parce qu'on gagne un peu sur tous les tableaux. Maintenant, c'est compliqué. Je pense que pour comment le faire, moi je vois trois points clés. Un, c'est le temps. Ça, je pense. Une entreprise qui traite mal ses employés, traite mal ses fournisseurs, on a vu ce que ça donnait dans l'automobile, elle peut pas, l'actionnaire, il peut pas gagner de l'argent à terme. Donc ça, rien que donner du temps à l'entreprise, c'est permettre un alignement total entre la création de valeur et le respect des personnes humaines et l'impact social, au moins le maximiser. Et c'est vrai que c'est le problème, d'ailleurs, un des travers, des perversions de la finance, c'est qu'on a des gens qui financent qui ont le temps, qui peuvent être des retraités, qui peuvent être amis qui ont le temps. On a des entreprises qui ont le temps. Et au milieu, on a quand même un système avec des gens qui ont dit ben moi dans 3 ans il faut que je rembourse parce que si je veux être promu. Donc on fait tourner et donc au lieu on vend une société qui a du temps long, on la vend tous les 4 ans. Et donc tous les 4 ans on paye des performances de financiers, on paye des partages de la valeur aux dirigeants, on paye des banquiers, on paye des avocats. Et en fait tous les 10 ans il y a l'équivalent de la valeur de l'entreprise qui est perçu par d'autres acteurs et qui n'est pas investi dans l'entreprise. Alors si on avait gardé, si les mêmes entrepreneurs les mêmes actionnaires plutôt que de faire tourner leur entreprise, les avaient gardés longtemps, ils auraient donné plus de possibilités de créer de la valeur dans le temps long, et du coup évidemment d'avoir besoin de respecter son actif social et sa planète pour créer de la valeur. Ensuite, il y a le sujet qui est le deuxième sujet clé, on en parle, mais je pense qu'il doit être assez simple et évident, c'est la mesure. S'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de preuve. Et la mesure permet aussi d'accélérer ce qu'on recherche. Typiquement, quand on a investi dans une société qui fait de la formation en ligne au CAP. Donc comme c'est en ligne, c'est beaucoup des populations de jeunes femmes, 30-35 ans avec enfants qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans des territoires où il n'y a pas d'école. Et une société locale avait une école de CAP, de formation au CAP, il n'avait pas forcément conscience qu'il avait un impact fort. Rien qu'en lui disant, écoute, en fait, tu as un impact, tu ne le sais pas, mais tu as un impact, on était assez fiers. On dit maintenant, tu vas mesurer le nombre de personnes qui commencent dans ton école, qui viennent de quartiers défavorisés et le nombre de femmes. Tu vas mesurer à la fin de la formation le nombre de ces gens-là qui ont un job durable. Et 9 mois plus tard, tu vas mesurer le nombre de personnes dans cet échantillon qui ont toujours un job durable. Et le fait de cette mesure, elle a aussi une fierté des équipes qui disent tiens, on a un impact social, on mesure, et le fait de le mesurer, ça pousse à accélérer cet impact-là. Et l'autre vertu de la mesure, qui est d'une absence criante, et tu parlais de mesurer un seul KPI qui est juste le KPI financier, l'autre intérêt de la mesure extra-financière, c'est qu'on peut enfin clairement aligner les rémunérations sur de la performance financière, parce qu'ils en font sinon on ne serait pas là, et de la performance extra-financière. Et c'est vrai que si chaque CEO d'une boîte de CAC 40, sans les citer, était rémunéré en fonction de l'augmentation de son cours de bourse tous les trimestres, mais aussi pour moitié en fonction du CO2 évité, en fonction de l'emploi durable, en fonction de son impact social dans ces territoires ou ailleurs, ils diraient tous auraient intérêt à maximiser l'impact social et trouver ces meilleurs alignements entre performance financière et performance sociale ou environnementale. Donc je pense que le temps long, c'est clé. C'est pas la divergence, elle vient de l'empressement ou de la spéculation et de ne pas se donner les temps, et tout le monde est gagnant au temps long. La mesure et l'alignement en partie des rémunérations sur la performance financière et extra-financière. Et je pense qu'il y a on pousse on a monté un mouvement avec une cinquantaine de fonds d'impact dans les fonds de BNP en Europe. On pousse des choses simples. Un cadre clair. Il y a une taxonomie environnementale, il n'y a pas de taxonomie sociale. Si chacun devait reporter sur ses impacts sociaux, toute entreprise si le législateur demandait de reporter clairement sur les impacts sociaux, tout acteur économique, déjà on aurait un cadre clair et une direction. Le cadre réglementaire aussi, c'est vrai que souvent le cadre réglementaire pour les investisseurs est très flou. Je veux dire, ça fait 15 ans que l'ISR existe. 70% des actifs
ont le label investissement social et responsable, à 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Quel impact ça a eu? Quand vous investissez dans votre banquier, vous vend une SICAV et ISR, et vous dites à la fin de l'année, elle a pris 3%, mais quel est l'impact social de cette ISR? Il n'est pas mesuré. Donc je pense qu'avoir des labels qui soient un cadre réglementaire un peu plus clair, c'est clé. Le système SFDR, qui était une nomenclature pour permettre de gérer les fonds en fonction de leur reporting, il est extrêmement flou. SFDR 9, c'est impact? Non, pas vraiment. C'est une exigence de reporting. SFDR 8, la différence, personne ne sait rien. C'est flou, donc on peut continuer à tout faire comme avant en disant regardez, il y a la réglementation, on respecte la réglementation, personne n'y comprend rien et tout le monde fait comme avant. Donc ça, je pense que c'est des sujets clairs. Il y a un modèle aussi qu'on pousse pas mal, qui est le modèle d'entreprise à mission, qui est pas forcer les entreprises, qui est très bien fait, ça qui est dans la loi Pacte il y a quelques années, qui est amener les entreprises à mettre leur objectif d'impact social et environnemental au cœur de leur stratégie, les mesurer, se donner une ambition et les faire auditer chaque année. Ça a l'air tout bête, mais finalement, ça oriente là aussi des entreprises. Ça permet d'apporter la preuve de ce qu'on raconte, de le mesurer, de le faire auditer et de le rendre transparent à l'ensemble de la société. Okay. Peut-être que Edouard voulait rebondir dessus. Alors, il y a eu... Ouais, alors, pour moi, alors. Oui, moi je rajouterais aussi le côté étalon de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on constate que sur l'investissement impact, il y a énormément qui investissent sur les projets environnementaux uniquement. Et pourquoi? Probablement parce qu'il y a une question effectivement de peut-être plus de rentabilité, mais surtout qu'il y a cet étalon de mesure qui a été créé, qui est le crédit carbone, qui a toutes des imperfections qu'on peut lui trouver, mais qui est quand même finalement un étalon où on se dit à la fois on peut faire de l'impact environnemental et en même temps on peut mesurer, et on a une mesure sur laquelle on s'est tous accordés. Aujourd'hui, quand même, on constate que le parent pauvre de l'investissement impact, c'est le social. C'est pour ça qu'on aussi sous ce moment de transition juste, où on dit grâce à l'environnemental, on va quand même essayer d'embarquer le social, parce que sinon ça va être la catastrophe. Et aujourd'hui, le problème du social, c'est qu'il n'y a pas cet étalon de mesure. C'est que c'est beaucoup moins facile d'aligner le chiffre d'affaires d'une entreprise avec son impact social. Quand on est sur le renouvelable, le chiffre d'affaires, il va être directement relié à la capacité d'énergie renouvelable qui va être créée. Donc c'est assez facile, ça croît en même temps. Quand on est sur une entreprise adaptée, typiquement, vous parliez je sais pas si c'était Ecoder à laquelle vous faisiez référence. Voilà, on les connaît bien, on a investi dans Ecoder. Donc il y a le côté recyclage du matériel informatique, donc là ça peut s'aligner, mais sur la partie nombre de personnes en situation de handicap ou nombre de personnes en situation d'insertion qui va être embauchée, on ne peut pas relier directement le chiffre d'affaires généré par la boîte à ce nombre-là, et pour autant ils essayent de maximiser. Donc moi, l'appel que j'aimerais faire, c'est vraiment qu'on essaye de trouver cet étalon de mesure pour le social. Alors, est-ce que crédit social, pourquoi pas, on a un crédit carbone, pourquoi pas un crédit social qui serait peut-être un peu factice au début, sur lesquels on dirait il n'y aurait pas un nombre de points par les emplois, et puis les emplois des personnes éloignées, etc. Peut-être un sujet peut-être aussi pour l'accélérateur d'HEC en termes de sujets de recherche, mais je pense qu'il manque vraiment ce genre d'unité de mesure qui soit peut-être pas parfait au début, mais qu'on itère et qu'on incrémente au fur et à mesure, et qui permettrait justement, au même titre qu'une entreprise qui financerait des projets à vocation sociale forte, aurait des crédits sociaux qu'il pourrait utiliser de la même façon qu'il utilise le crédit carbone, donc qui ajouterait de la valeur à son bilan ou à sa RSE, et du coup peut-être que comme ça on arriverait à développer cette notion-là. Donc voilà, un petit appel si jamais vous avez envie de travailler avec sur HEC, BNP Paribas. Voilà, je lance cet appel. Je pensais sincèrement que c'était déjà un peu dans les tuyaux des banques, la partie crédit social qui commence à le prendre de plus en plus, et c'est pas du tout votre avis. Aujourd'hui, c'est limite, on part de zéro sur la partie crédit social. Pour moi, il n'y a pas d'unité de mesure. Alors évidemment, on regarde les aspects sociaux. Alors on regarde sur plein de sujets. On regarde les droits humains, donc la partie limiter au maximum les externalités négatives. Donc ça, c'est pris en compte dans la partie droits humains. Évidemment, dans le côté positif, on essaye de financer des initiatives, comme on vient tous d'en parler, qui ont des impacts positifs
sur des bénéficiaires et notamment vulnérables, hein, puisque c'est ça le sujet de la transition juste et puis du social, enfin voilà, des sujets sociaux, de l'inclusion sociale. Mais de là à dire qu'on peut, voilà, quand on finance une structure de l'inclusion sociale, elle ne génère pas de crédit social comme une entreprise environnementale peut générer des crédits carbone qu'elle peut revendre et que ça lui fait une source de revenus, de valorisation, et ça permet aussi d'avoir une sorte d'étalon un peu global. Ça, à ma connaissance, alors ça n'existe pas. Pas de référentiel commun en social. Il y en a en environnemental, mais pas en social. La matière est déjà difficile en elle-même. Si on va au fond des choses, dans le social, qu'est-ce qu'on y met entre faire de l'insertion avec des prisonniers, faire de l'insertion avec des personnes éloignées de l'emploi, accompagner des personnes en situation de handicap ou être dans un ESAT et accompagner des personnes lourdement handicapées dans des structures quasiment médicalisées. Déjà, trouver une unité de mesure, effectivement, c'est pas simple. L'impact social, il peut être très fort même pour la dynamisation d'un quartier ou autre. Alors aujourd'hui, la réalité, c'est des mesures plutôt par thème. Hein. Donc on va mesurer le nombre de postes d'insertion, le nombre de postes pour les entreprises adaptées, pareil sur les ESAT. Donc ça va se faire au cas par cas, mais ça ne permet pas d'avoir ce lien unique et cette mesure globale. Donc, par contre, il y a effectivement de la recherche et des doctorants qui travaillent activement. Ouais, enfin, le micro est revenu pour Edouard. Ça, mais je ne voudrais pas priver notre dernier collègue de son intervention, donc je vais être court. Donc, bon courage pour arriver à cet étalon social, parce que je trouve qu'en microfinance, c'est quand même un secteur très standardisé. Ça fait à peu près 20 ans qu'on travaille sur tout ce qui est performance sociale et mesure de l'impact social, en prenant des pincettes, parce que la mesure de l'impact est assez compliquée. On est arrivé dans les dernières années avec de l'innovation par enquête téléphonique à commencer à avoir des benchmarks vraiment sur la perception qu'ont les clients de la microfinance de l'impact qu'a eu le prêt, ou le service financier de façon générale, sur leur vie. Et donc ce sont des enquêtes téléphoniques qui sont faites dans au moins 30 pays dans le monde, près de 30 000 micro-entrepreneurs, et qui répondent toutes aux mêmes questions, mais adaptées à leur contexte local, et qui permettent de savoir, par exemple, qu'en moyenne, 90% des micro-entrepreneurs remboursent leur échéance sans faire trop de sacrifices. Donc ça, c'est un étalon. Ou qu'en moyenne, c'est peut-être plutôt 15% des micro-entrepreneurs qui vont vraiment utiliser le bénéfice de leur effort développé via le microcrédit pour investir dans l'éducation de leurs enfants. Donc ça crée des étalons, mais c'est sur un secteur mondial qui est très standardisé. Donc je pense que le chemin existe, mais il est long. Mais après c'est vrai que pour informer et engager les investisseurs à impact dans les différents secteurs clés, j'aurais plus envie de revenir et de me demander, en fait, qu'en est-il concrètement du marché d'investissement à impact, et peut-être me tourner vers Ramkumar. Merci Bruno. Je vais rebondir sur quelques points clés qui ont été soulevés par les intervenants aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'univers de l'investissement d'impact, on coche pas mal de cases qui ont été soulevées aujourd'hui par rapport à des étalons d'indicateurs, que ce soit sociaux, environnementaux, un alignement sur les dynamiques de marché financier, c'est-à-dire d'un besoin d'un rendement commercial dans ces interventions-là. Et la question qu'on s'est posée, nous, c'est ok, donc si vous avez des véhicules d'investissement aujourd'hui qui cochent toutes ces cases, qu'en est-il en fait de l'activité de ces fonds d'investissement, et quel est aujourd'hui l'enjeu un peu plus socio-économique et environnemental qui permet de fournir quelques chiffres? Dans quelle situation on est aujourd'hui dans cet univers, si on arrive à mesurer ces choses au niveau de données de marché? Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, les ODD, donc les Objectifs de développement durable des Nations Unies, ils estiment un gap, donc si vous voulez, un besoin de financement de l'ordre de 4 000 à 5 000 milliards par année, surtout dans les pays en voie de développement, pour justement arriver au but des ODD d'ici 2030. On est aujourd'hui en 2024, donc
on est vraiment sur un énorme besoin d'investissement dans des projets à vocation ODD. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui? On est à quel niveau? Donc aujourd'hui, on sait que les véhicules d'investissement qui font de l'impact et l'investissement d'impact tel qu'il est soulevé aujourd'hui, on se trouve à une taille d'environ 1 milliard de dollars sous gestion. Et ça, c'est des chiffres il y a 2 ans du Global Impact Investing Network. Donc on n'est vraiment pas à la même échelle. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'actifs sous gestion sur toute stratégie confondue. Donc on ne parle pas de philanthropie. Donc on est vraiment sur de l'investissement, donc avec une recherche de rendement financier, social et environnemental, mais à 1 milliard sous gestion, un peu plus d'1 milliard. Et les besoins, ils sont vraiment 4 à 5 fois plus par année. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un marché qui reste extrêmement niche, mais dont l'activité, le discours, l'intérêt pour la population et pour les investisseurs, il est en forte croissance. Donc, on se demande toujours pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une échelle de capacité de capitaux dans ce genre de stratégie à impact environnemental et social. Et c'est là aussi où, voilà, si une fois on a coché la case, ok, besoin de mesurer ton impact, besoin de reporter sur des aspects sociaux et environnementaux, si tu arrives à le faire, si tu as des processus à l'interne qui permettent de le faire, et que tu arrives à fournir ce besoin, pourquoi on n'arrive pas à croître ce marché-là? Donc aujourd'hui, beaucoup de challenges, je dirais, l'obstacle principal qu'on voit, nous, à Tameo, en tout cas vers une transition juste, que ce soit dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés, c'est le facteur risque. Il y a la dynamique vraiment risque, rendement, impact. Donc le risque-rendement, il reste aujourd'hui dans l'investissement d'impact, malgré la stratégie de vraiment se focaliser sur les aspects sociaux et environnementaux, il reste clé pour l'investisseur. Et aujourd'hui, la perception du risque, elle est extrêmement élevée dans l'investissement d'impact. Et pourquoi? C'est simplement parce que il y a pas mal de... Et surtout quand on parle de pays en voie de développement, donc on est vraiment dans un marché de niche qui est encore très méconnu, je dirais, pour un investisseur lambda. Et d'où l'importance de vraiment collecter de l'information, de fournir des études de marché qui expliquent en fait les dynamiques, risques, rendement, impact de ces stratégies d'investissement d'impact, ce qu'on essaie de faire chez Tameo évidemment, et en soutien avec d'autres gestionnaires, des banques, etc. Mais vraiment informer l'investisseur de quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'investissement d'impact à travers des fonds d'investissement. Et dans quel pays tu vas investir, quel est ton profil de risque, quel est ton rendement financier que tu peux t'attendre, et quels sont en fait, pas simplement fournir fonds par fonds des stratégies, ok, ça c'est mon rendement de 4-5%, je veux atteindre X% de femmes bénéficiaires par exemple, mais c'est vraiment qu'est-ce que le marché nous dit et quel est par rapport à la longévité de la microfinance par exemple. On a aujourd'hui en face de nous énormément un marché de plus de 25 ans où on peut démontrer vraiment la pérennité financière et la pérennité sociale des interventions en microfinance. Donc on a beaucoup de chiffres. Et donc pourquoi on arrive, il y a encore tellement de besoins qui sont reflétés par les ODD, pourquoi on n'arrive pas à vraiment grandir, c'est qu'il y a vraiment encore aujourd'hui des besoins de standardisation, je dirais, et un énorme besoin d'éducation sur la perception très probablement non fondée du risque. Évidemment, il y a des risques socio-économiques, il y a des facteurs démographiques à prendre en considération, il y a des crises politiques, évidemment, mais il y a aussi une décorrélation forte entre ces risques géopolitiques et les projets sur le terrain et les entrepreneurs en eux-mêmes. Donc,
c'est là où l'investissement d'impact, il est extrêmement nécessaire aujourd'hui. Donc, on est vraiment ravis de voir. Moi, c'est Gary. On est encore enclin de vouloir plus, simplement pour assurer justement une transition juste. La finance à impact, elle est nécessaire. Les risques sont élevés, mais alors on peut s'attendre à quoi comme évolution au final sur la finance à impact, à moins que... J'avais juste une question par rapport au risque, parce que c'est un peu ça qu'on disait, il y a de la résilience dans le secteur de l'impact. Vous avez des études, parce que je trouve qu'on manque un petit peu de ce qu'on appelle du track record sur ce sujet-là. Oui, donc nous, dans les études, on du risque selon les stratégies, que ce soit de la dette ou de l'equity, on essaie de mesurer et d'informer sur, par exemple, le taux de remboursement ou le taux de défaut, surtout. Concentration des portefeuilles sur les institutions des pays spécifiques, pour justement démontrer que les taux de recouvrement, ils sont adéquats, ils sont alignés, ils sont très forts. Le taux de provisionnement du risque du portefeuille de crédit, il est très très bas. Et donc ça, c'est des choses qui sont rapportées du terrain par les gestionnaires de fonds eux-mêmes, donc ceux qui voient dans leur portefeuille d'entreprise qui financent. Donc, c'est vraiment des chiffres qui démontrent que faire de l'investissement d'impact, c'est pas forcément quelque chose où l'investisseur risque de perdre tout son capital, et d'où la nécessité de faire plus par rapport vis-à-vis des investisseurs privés. Donc, et après, on pourra parler, Bruno, un petit peu peut-être aussi du rôle du secteur public aussi, et de son intervention. Pourquoi elle est vraiment nécessaire à faire grandir ce type de marché. Là je rejoins tout à fait ça, on le constate dans les portefeuilles. En fait, c'est résilient. On l'a vu récemment, là, tous les Américains, ils ont financé des scale-up, des startups. On a mis en 15 jours, on mettait 200 millions d'euros, et personne ne voulait rater la fête, ça montait comme ça. Nos investisseurs disent, ouais, quand même, les petits copains à côté, là, ils font x2, x3. Vous, bon, ok, elle marche bien, mais c'est quand même pas Jojo, votre perf. Et puis 2022 arrive, il dit, ah ouais, ils sont rentables, elles sont en croissance. Ouais. Et alors, tous les mecs qui sont, tous les gros, en plus les Tiger, les Coachou, ces mastodontes qui ont déversé des centaines de millions dans des startups, bah finalement l'argent ne veut rien, et aujourd'hui on le paye un peu parce que leurs institutionnels qui l'ont financé, ils sont dans la merde. Et donc c'est vrai que l'impact, on fait pas les oiseaux, on va pas s'enrichir, on ne va pas gagner de l'argent sur de l'éducation, sur de la formation, sur de l'impact environnemental en 2 ans à parfois 10 fois la mise. N'empêche que 15 ans après, petit à petit, à force de faire 10, 15 ans, 15% par an, les gens qui ont fait les yo-yo, ils ont perdu leur argent, et les gens qui ont pris le temps, qui ont investi dans des vrais actifs, qui ont un vrai sens de création de valeur pour tout le monde, ils y gagnent aussi. Donc c'est vrai, l'enjeu, il est vraiment, faire comprendre, c'est un peu prétentieux, mais que le monde économique de l'investissement se dise, mais en fait, c'est aligné, on a intérêt, en finançant l'impact, on finance le monde de demain, on aura toujours un terrain de jeu demain, ce qui n'est pas le cas si on ne fait pas de toute façon. Et si on n'investit pas dans l'impact aujourd'hui, dans 10 ans, il y aura nulle part à investir, ça sera un terrain de friche, il y aura aucun investissement pérenne. Donc c'est vrai que c'est une certaine évidence, et cette évidence, elle doit être mise en exergue par des rôle modèles, par des Too Good To Go, par des entrepreneurs qui doivent aussi sortir et dire, voilà, moi j'ai une boîte qui est rentable, je crée de la perf sur longtemps, je suis pas moins rentable, je crée pas moins de valeur sur 20 ans, mais ma mission, c'est de résoudre un problème social, environnemental, et je le fais de façon alignée et corrélée. Mais c'est le sujet majeur, il est là, c'est convaincre le monde économique qu'il y a plus de création de valeur, parce qu'il y a moins de risques aussi, sur la durée, qu'en investissant dans des bitcoins, dans des startups, pas dans toutes les startups, mais se dépêchant d'investir dans la dernière bulle du moment, quoi. Un mot pour rebondir peut-être sur ce que vient de nous dire Nicolas, sur cette vision un peu long terme et nécessaire sur cette finance à impact. Oui. Je suis complètement d'accord. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un sujet de temporalité, mais aussi, je rebondis aussi sur ce que disait Daniel au début. C'est aussi parce que les financements longs, ils coûtent cher, par exemple aux banques. Plus le financement est long, et plus ça va coûter cher en fonds propres. Et donc ça, c'est quand même une absurdité réglementaire qu'il faudrait corriger, parce qu'en fait, investir sur le temps long, ça permet aux actifs de prendre leur temps, de ne pas grossir de façon démesurée et incontrôlée
pour pouvoir faire effectivement des multiples, comme on dit dans le private equity, des multiples élevés. Donc ces multiples, c'est x10. Et cette temporalité, elle n'est pas suffisamment, la valeur de la temporalité du long terme et du capital patient, elle n'est pas suffisamment effectivement prise en compte. Elle n'est pas suffisamment aussi indiquée sur le fait de dire plus on est sur du long terme, plus ça laisse le temps à l'entreprise. Pour l'instant, l'idée en fait du régulateur, c'est plus on est sur du long terme et plus c'est risqué. Et donc il y a cette espèce d'absurdité en fait entre ce qui est imposé et ce dont on a besoin dans l'économie. Daniel, peut-être, ouais. J'allais revenir sur la mesure d'impact, Super. pour s'arrêter anachronique. En tout cas, sur les temps longs, on peut être que d'accord. Ce qu'il faut aussi préciser, moi j'aime bien rappeler ça, c'est que quand on dit les multiples élevés de 10 dans le private equity, c'est pas pour faire x10, c'est pour couvrir les 9 qui ont planté à côté. Hein, donc il faut se représenter que la rentabilité, elle est quand même pas si élevée. Et donc l'enjeu sur le SS, sur l'impact, c'est d'avoir un taux de défaut qui soit suffisamment faible. Alors c'est ce qui a été évoqué. C'est vrai qu'il est globalement plus faible pour toutes les raisons aussi d'engagement des personnes, mais à condition qu'elles soient concentrées aussi sur leur métier et pas seulement sur l'impact, parce que sinon, elles se retrouvent en défaut. Et si elles se retrouvent en défaut, ça va se rejaillir sur les autres. Je voulais revenir sur la mesure d'impact. Juste pour citer, on a des anciens de HEC qui ont monté une structure de notation à impact. Et donc effectivement, et pour moi ça montre la voie, c'est du multifactoriel, parce qu'effectivement, entre quelqu'un que j'accompagnais qui a monté une école pour personnes sourdes et on parlait tout à l'heure d'insertion ou de poste de handicap, voilà, il n'y a pas la même manière de mesurer. Par contre, sur du multifactoriel, alors ça s'appelle Risk Insight, il y en a d'autres, hein, mais ils ont été primés à Davos, ils sont très impliqués dans leur projet. Et effectivement, ça permet de commencer à avoir une vision, et puis avec des partenariats avec les grands cabinets d'audit, puisqu'on a aussi des normes comptables qui commencent à arriver, mais je pense qu'elles vont prendre leur temps, qui vont permettre de cadrer et canaliser un petit peu tout ça. J'aurais envie de lancer un peu tout ce qui est questions dans le public, s'il y avait des questions en particulier. Non, pas de questions pour l'instant. J'en profite pour glisser la mienne. Comment on voit un peu les stats justement sur ces startups finance à impact par rapport aux startups basiques, ou que ça va être de la tech ou autre chose? Si on doit prendre par exemple 10 startups à finance à impact, comment vous le ressentez sur les accélérateurs, vos accélérateurs, votre accompagnement de qu'est-ce qui réussit brillamment, qui végète? Est-ce qu'on peut contextualiser un peu, parce que je me permets, mais oui. Je suis pas sûr qu'on parle de start-up. Oui. Dans le sens où une start-up, c'est justement un démarrage rapide avec des levées de fonds intensives et des promesses de rentabilité très élevées. Donc, je pense que ce que tu évoques, c'est des entreprises effectivement engagées, créatives, qui veulent avancer vite, mais il me semble que ce n'est pas le modèle de la start-up au sens financier du terme. Oui, bien sûr. Il y a aussi des start-up. Il y a Too Good To Go, Fedix, Castelli, il y a aussi des start-up et ça commence. Alors après, entreprises qui démarrent. Tout à l'heure, on retrouve dans la deep tech des gens très engagés dans l'environnement qui vont peut-être amener des solutions révolutionnaires et qui sont sur des modèles encore différents et encore hybrides, effectivement. La start-up à impact, elle n'est pas forcément tech déjà. Il y a ce côté. Enfin, nous, par exemple, quand on regarde, mais après c'est une distorsion. Enfin, c'est notre stratégie d'investissement. Mais nous, par exemple, tout ce qui est tech, on le met un peu de côté parce qu'on le considère comme étant des enablers, donc des augmentateurs de capacité. Je sais pas comment on dit ça en français. Mais nous, on préfère celles qui font de l'impact directement sur les bénéficiaires. Ce qui n'empêche, enfin voilà, c'est vraiment une stratégie d'investissement. Il n'y a pas de bon ou mauvais, hein, juste, il n'y a pas de jugement de valeur. Et ce qu'on voit en fait dans les entreprises qui se développent bien, moi je dirais, c'est la gouvernance, c'est essentiel. Je pense que dans des entreprises à impact, il y a cette dimension très émotionnelle. Le créateur d'entreprise, il a souvent une histoire personnelle qui est liée à pourquoi il a créé cette entreprise, une situation d'autisme, une situation, un handicap brutal dans la famille, et se confronter au fait de ne pas trouver de solution.
Du coup, il l'a inventé. Donc on est souvent quand même sur une charge émotionnelle forte, donc c'est un peu son bébé. Et c'est vrai que ce qu'on a pu noter, c'est qu'il faut que cette gouvernance, elle soit bien partagée et qu'au moment d'un changement d'échelle aussi, le fondateur soit capable de s'entourer des bonnes personnes, de lever un peu le pied, parce qu'il y a quand même une notion de bah, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui sais ce qui est bien pour la boîte, enfin je résume, hein, mais il y a une vraie charge émotionnelle qui est forte, et du coup il y a parfois voilà, des moments où il faut savoir s'entourer d'autres personnes pour avoir des regards différents et continuer avec ce rôle de représentation aussi de l'entreprise, mais en ayant, voilà, notamment pour le changement d'échelle. Donc moi ce que je constate, c'est que cet élément de la gouvernance est essentiel. Et après, c'est le pilotage par la mesure d'impact. C'est-à-dire que c'est très important pour une entreprise à impact de garder son gouvernail. Et en fait, la mesure d'impact, c'est pas que pour faire joli dans des rapports, c'est pas que pour aller convaincre des financeurs, c'est pas que pour faire sa pub, c'est vraiment l'outil de pilotage de son tableau de bord. C'est-à-dire que il faut qu'il ait vraiment toujours la visibilité à la fois sur sa rentabilité et sur son impact, parce que le pire pour un entrepreneur impact, c'est de perdre cette boussole et du coup, voilà, de ne plus arriver à matcher les deux. Donc voilà, pour moi, les deux trucs importants. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que pour moi, c'est des startups classiques, sauf que comme elles ont une âme et une vocation, il faut qu'elles ont un devoir de cohérence. Je veux avoir un impact, je ne peux pas maltraiter mes collaborateurs. Donc il y a un souci, une exigence de cohérence qui est encore plus forte. Et je reviens sur le côté startup, c'est vrai que les startups, elles innovent pour résoudre un problème auquel il n'y a pas de solution. Et je pense qu'il faut des entrepreneurs impact dans les startups impact, il y en a de plus en plus. Et c'est la tech, notamment le digital est un formidable outil. Le digital, c'est Internet, c'est gratuit, c'est neutre, ça connecte tout le monde, c'est un formidable outil pour aller dans les populations, pour faire de l'inclusion financière. On le voit en Afrique, on le voit partout dans nos campagnes. Donc je pense que la tech startup a beaucoup de potentiel dans l'impact. On a financé une dernière boîte qu'on a financée en Afrique. C'est tout bête, c'est une application qui permet à des restaurateurs de sourcer leurs produits directement chez le producteur. Et en fait, dit comme ça, bon, mais en fait, il faut savoir que 78% des restaurateurs, c'est des femmes. C'est des femmes qui ont des petits maquis d'économie informelle à Abidjan. Et c'est des femmes qui doivent aller faire 2 à 3 heures de transport pour aller au marché central à Djama d'Abidjan à 3 heures du matin, négocier, elles n'ont pas toujours, les prix ne sont pas garantis, et revenir chez elles après en bus, avec tous leurs ingrédients. Et quand elles ouvrent à 10 heures du mat, elles ont déjà une nuit de travail dans les pattes. Mais par cette application qui leur permet de commander directement à des producteurs et de faire venir des producteurs livrer directement chez ces maquis par Globo, ça change leur vie. Et l'application marche très bien. Ils ont 20% de croissance par mois parce qu'ils ont résolu un problème fondamentaux de vie de ces femmes, qui les aidant à être mieux performants, à avoir une meilleure qualité de vie et permettant à l'autre bout du spectre à des fermiers d'avoir une visibilité sur leurs commandes, d'avoir des prix sans intermédiaire qui leur permettent de vivre mieux aussi, de vivre mieux et plus sainement. D'accord. Et sur l'aspect un peu plus cadre réglementaire, comment vous voyez la chose sur la finance impact parce que c'est sûr que ça reste prometteur sur les différents sujets, mais le cadre réglementaire, il favorise ces problématiques ou... Oui, je rebondis un peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, le cadre réglementaire, il est nécessaire, mais à la fois, il doit être clarifié. Dans beaucoup de cas, il reste extrêmement flou. Mais le cadre réglementaire, en tout cas d'un point de vue des investisseurs, ce qui permet, c'est d'avoir cette réflexion à l'interne, je pense, par rapport à comment je peux positionner mon produit d'investissement face à cette réglementation. Donc, est-ce que je suis capable de rapporter des indicateurs qui sont demandés par le régulateur, et sinon, est-ce que en fait, je dois, par exemple, avec le SFDR, il y a eu beaucoup de classifications, simplement aussi avec la réalisation qu'en fait le produit n'est pas adapté à un certain article. Après, il y a aussi tous les problèmes. Ça c'est la bonne chose où voilà, le discours, c'est un peu, ça permet de limiter un petit peu les risques de impact washing qu'on voit aussi beaucoup, pour simplement mettre un cadre et de devenir un peu redevable par rapport aux activités d'investissement
plutôt sur le côté justement social et environnemental. Donc ça c'est plutôt un positif. Après, le frein, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ça peut être pour des niveaux de reporting qui sont pas très clairs, qui sont difficiles à comparer d'un produit à l'autre, par exemple, qui soit aligné sur la même réglementation. Ça reste toujours, si la réglementation est floue, ça reste toujours sujet à interprétation et où justement on peut continuer de faire des choses vu que la réglementation n'est pas claire. Donc c'est une bonne chose, mais à la fois, en même temps, ça peut, voilà, il y a un niveau de clarté à améliorer. Et il y a aussi pas mal de... Beaucoup d'investisseurs nous disent que c'est un frein simplement parce que c'est très difficile de s'aligner. Donc une fois que le cadre réglementaire il est là, des fois il est mis en place sans forcément être adapté aux modèles qui sont sur le terrain. Et là, c'est un frein énorme parce que l'investisseur il doit collecter de l'information qu'il n'a pas ou qui est impossible à collecter. Et comment il navigue en fait cette dynamique difficile et qu'est-ce qu'il doit faire, donc qu'est-ce qu'il doit voilà, pas se déclassifier, mais pas pouvoir rapporter sur l'année. Donc qu'est-ce qui se passe aussi vis-à-vis du financement qu'il doit recevoir, parce que c'est là aussi il y a pas mal d'enjeux sur ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être au mot de la fin de notre côté? Daniel, Edouard? Non. Bien fort, hein, bien fort, s'il vous plaît. Ouais, c'est deux excellentes questions. L'Afrique francophone, c'est une des régions du monde où on n'a pas la perception ici, où il y a le plus de croissance économique, la plus stable, alors selon les pays, mais depuis 10 ans. Il y a une vitalité des entrepreneurs, il y a 58% d'entrepreneurs, 52% de femmes. Bon, c'est vrai, c'est quand même une vitalité, une énergie, une soif d'entreprendre qui est très forte en ce moment et une croissance forte. Donc c'est vrai que les investisseurs qui sont un peu éloignés de l'Afrique disent quoi, l'Afrique c'est la corruption, comme si ici il n'y a pas de corruption, c'est compliqué, oh là là, vous êtes fous, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Quand on voit des entrepreneurs de la diaspora qui font leurs études en Europe, qui ont entrepris, qui vont là-bas, eux c'est l'inverse, ils disent mais moi j'y crois, ça bouge, je veux investir là-bas. Donc les premiers investisseurs qu'on convainc, c'est beaucoup des entrepreneurs de la diaspora, des gens qui connaissent l'Afrique, et évidemment des agences de développement, où il y a des gens qui ont des centaines de millions d'euros à investir en Afrique, mais qui ont du mal parce qu'il faut aller au niveau de l'entrepreneur, il faut aller avec une grosse granularité, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et donc ça, je pense que c'est compliqué, mais il se passe des choses, et de toute façon, là aussi, on n'a pas le choix, on parle de risque, parce qu'il y aura 30% de la population qui sera sur le continent africain en 2050. Il faut être fou pour ne pas investir en Afrique. Le risque le plus fort collectivement qu'on porte, c'est de ne pas investir en Afrique aujourd'hui. Ça serait absurde. Donc le risque, il n'est pas d'investir en Afrique. Je pense que le risque principal, il est de ne pas y investir. Ensuite, toute la difficulté, et c'est vrai qu'en Afrique francophone, il y a un problème, c'est que dans le domaine du capital risque, les gens sont anglo-saxons. Donc il y a eu des très beaux succès en Afrique anglophone, mais les gens viennent investir de Dubaï, de Washington, de New York, de Londres. L'Afrique francophone, les gens parlent surtout français et du coup, les investisseurs, ils vont pas. Donc il y a en Afrique francophone un manque par rapport au dynamisme, par rapport au GDP. Il n'y a que 8% des investissements dans le venture qui se font en Afrique francophone pour 30% du GDP. Il y a un vrai gap. Et il y a des entrepreneurs. La difficulté, c'est comment on crée et comment on accompagne les entrepreneurs. Et c'est vrai que nous, Ring, on ne connaît pas du tout le continent, donc on recrute une équipe locale et surtout on s'est associé avec un start-up studio d'Afrique francophone qui lui, c'est son job, c'est des gens qui ont des talents énormes dans la tech, dans le marketing, qui prennent des concepts, ils n'inventent pas la roue, ils prennent des concepts qui ont très bien marché en Afrique anglophone, qui ont du potentiel en Afrique francophone, et ils recrutent 2 fondateurs et ils les aident pendant 4 mois à créer leur société. Mais ils ne sont pas là pour rigoler, hein. Il faut voir 100 clients, avoir un POC, et au bout de 4 mois, si les fondateurs sont toujours partants et que ça marche, nous on finance, on met 250 000 euros
pour financer le chemin critique de la société jusqu'au premier tour. Et c'est là où le Startup Studio joue aussi son rôle. Et le Startup Studio accompagne pendant 12 mois de plus ces entrepreneurs pour les aider à grandir. Donc je pense que à mon avis, c'est évident, avec parcimonie, et de façon très mesurée et intelligente, et avec des soutiens locaux, avec des équipes locales, avec des capitaux locaux. Il n'y a pas de sujet pour moi de ne pas investir, et je pense que les investisseurs le comprendront si on fait bien les choses. Et l'accompagnement, en effet, est clé. Et ça, on a un partenariat avec des gens qui lancent le métier. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, je pense. Merci de votre attention et merci à nos experts pour toutes ces explications, ces petits exemples bien concrets aussi. Et on va libérer la salle parce qu'après, je crois que ça enchaîne. Merci. Merci, Bruno.